Hello, hello, hello. Vous devez même vous connecter. Est-ce que le son est bon? S'il y a quelqu'un de connecté, à carte de connecter, est-ce que le son est bon? Et on va commencer le live chap, 30 minutes. Vraiment chap, 30 minutes. 30 minutes seulement. On va commencer le live chap. Je veux seulement que l'on me dise que le son est bon. Il s'agit ici de Gervais Ango, un entrepreneur gabonais qui a quitté le Gabon pour aller investir au Sénégal comme tout étranger qui vient investir au Gabon. Mais, le là, il est grand. Voilà, ici vous avez Gervais Ango, entrepreneur gabonais, victime d'une escroquerie en banque organisée au Sénégal. Voilà, c'est ça. Donc, on aurait David Mberekouma qui a fait plus ou moins de la diplomatie, qui doit nous décortiquer qu'est-ce qu'on appelle une diplomatie. Voilà. Et il nous dirait pourquoi est-ce que à la Belle de Cochon, là où lui, il a passé le temps, hein, il y a les Maliens, les Sénégalais, les Béninois, les Togolais, les Camerounais qui investissent là-bas. Mais quand c'est un seul Gabonais qui quitte son pays pour aller investir ailleurs, on se retrouve dans les salles draps avec une organisation mafieuse. Donc c'est un peu ça. Voilà. Vous voyez bien. L'usine là-bas, c'est déjà prêt. Hein? Il y a même les poules. Vous voyez, c'est là. C'est construit. Gervais Ango, c'est là. Vous voyez bien. Le monsieur, il est là. C'est ça. Oh, le grand Alain Mébiam, pardon, taguez un peu les gens, on va faire 30 minutes. Chap, on va partir. Là, il s'agit du Gabon. Quand nous autres, on dit on est xénophobe. Mais quand c'est un Gabonais qui est maltraité ailleurs, là, on ne voit plus, comment on appelle ça, les panafricains. Panafricanisme du Cameroun, du Togo, du Bénin. On ne les voit pas défendre Gervais Ango. Mais si tu étais un expatrié qui était plus ou moins malmené au Gabon, on allait sortir toutes les théories du monde. Et le problème au Gabon, c'est que nous-mêmes, en réalité, on n'est pas solidaire, on ne veut pas soutenir les fréquents qui vivent à l'étranger. Parce que Gervais Ango, ça devait être un combat national. Tout le monde, peu importe là où tu te trouves, tu devais t'impliquer. Voilà un Gabonais qui n'a pas pu investir ici au niveau du Gabon. Mais toi aussi, tu n'as pas le live, c'est quand tu appuies le bouton pour rentrer, c'est là où tu l'as. Oui. Ça, du live, même. Parce que quand on dit participer, mais oui, ok. Tu n'as pas dans le mais il est dans le live. Sors du live tranquillement. C'est pas que tu étais au téléphone, non. Il quitte le live, c'est lui. Mais toi, à chaque fois quand on est en live, tu mets participer. Non, en fait, il y a plus de voir ce qui se passe. Parce que si je mets là, supprimer là, c'est que tu vas payer mes live. Ils sont en train de vouloir faire là. Non, va faire. Bon, vous pouvez arrêter. Voilà. Donc là, on a ici David Mberekouma qui a quand même le t-shirt. Mettez un peu de vous, mon frère. Voilà. Voilà. Là, c'est Gervais Ango. Voilà. Ici, c'est David Mberekouma. Donc, quelqu'un, il va d'abord nous dire, on va lui poser deux petites questions et puis après, lui-même, il connaît tout le contenu, il va dérouler. Voilà.
Bonjour, M. David. Bonjour, M. Rico. Voilà. En fouillant les archives, je sais que vous êtes un diplomate. Absolument. Vous avez fait de la diplomatie, vous étiez dans quel pays? J'ai été, d'abord, j'intègre le ministère des Affaires étrangères par un décret présidentiel de mon père, Omar Bongo Oliba, en 2006 par là, où je suis nommé chargé de mission du ministre délégué des Affaires étrangères auprès du vice-premier ministre, qui n'était rien d'autre que le candidat de Xi Jinping Goka. Vous connaissez très bien. Ensuite, j'ai été nommé quelques années après, premier secrétaire chancelier régisseur de l'ambassade du Gabon au Togo, au Bénin et au Ghana. Et ensuite, je suis revenu au Gabon, je suis reparti à l'EPCA, où j'ai parachevé également ma formation en diplomatie avec des notes que tout le monde connaît parce qu'il y a des traces là-bas. Il n'y a rien, personne ne peut ignorer David Niberakoma à l'école d'opération Kayam Sati et particulièrement la 9e promotion où j'étais d'ailleurs responsable de la communication de la mutuelle de notre mutuelle à l'EPC. Oh, ok, d'accord. Est-ce que vous savez quand même, vous avez entendu parler, ou soit vous savez le monsieur qu'on appelle Gervais Ango, dont vous avez le t-shirt aujourd'hui? Absolument. Est-ce que vous êtes conscient qu'il est victime d'une escroquerie au niveau de... Absolument. Gervais Ango, c'était un compatriote gabonais. Ouais. Et qui a été spolié. D'ailleurs, il a été victime d'une véritable machination, une escroquerie à l'échelle continentale. Gervais Ango, d'après les informations que j'avais eues, était dans un organisme pétrolier où il a eu un peu d'argent et il a décidé d'investir d'abord au Gabon. Malheureusement, à cause des rigidités, des restrictions justement de notre système économique qui est très aléatoire, ce compatriote n'a pas pu investir dans son pays. Et c'est ainsi qu'il va s'expatrier au niveau du Sénégal pour pouvoir investir dans tout ce que vous avez vu là, donc comme en élevage, etc., etc. Et il va commencer à prospérer. Il va mettre en place des financements pour créer une entreprise dans le cadre justement de la gestion de tout ce que vous venez de montrer. Et l'entreprise était en phase d'expérimentation et les étrangers, non pas les étrangers, les Sénégalais, les autorités sénégalaises, au plus haut niveau, ont créé une machination pour voler le déposséder non seulement de son projet, mais pire encore, au mieux de tous ces investissements. Avant porté plainte dans tous les tribunaux justement du Sénégal, vous savez que c'est un Gabonais, et également, ils arrivent à cette espèce de folie, de phobie qui est d'ailleurs la peur de l'étranger, mais au mieux encore, et grâce à leur politique de conservation, parce qu'ils mettent ce qu'on appelle en économie des barrières invisibles. Des barrières invisibles, à savoir qu'ils sont très jaloux de leur souveraineté là-bas. Donc voilà un compatriote qui allait investir au Sénégal, qui a créé des emplois au Sénégal, qui a créé la plus-value, la productivité pour pouvoir aider les compatriotes sénégalais, qui sont d'ailleurs des compatriotes africains, dans la lutte contre le chômage, la pauvreté, la prévarication et l'exclusion sociale. Malheureusement, comme certains compatriotes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, vous connaissez très bien, rien à voir avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA. Donc, vous voyez, eux, ils se battent pour la recherche d'une intégration continentale. Hein, c'est un peu ça dans le jargon diplomatique. On parle des investissements continentaux, donc le libre-échangisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez quitter le Gabon, vous allez investir au Rwanda, au Burkina Faso, dans toute l'Afrique, sans restriction, même au Maroc, l'Afrique blanche, etc. Mais chez eux, ils ont une parfaite intégration au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest. Chez nous, en Afrique centrale, il y a plein de tâtonnements parce que nous n'avons pas le même espace géographique, nous n'avons pas la même typologie de la population. Donc, chez nous, il y a des barrières entre le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon. Chacun essaie de protéger sa souveraineté. Mais le Gabon, qui est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale géologique, un scandale minier, un scandale financier. Et voilà des compatriotes gabonais qui voulaient apporter leur modeste contribution pour le développement de leur pays. Mais dans ce système déchu, Bongo PDG, caractérisé par l'ostracisme, le négationnisme, l'exclusion du plus grand nombre de personnes qui aimeraient participer au développement de leur pays, eh bien, ce compatriote est obligé de s'expatrier pour pouvoir arriver
à mettre en place une unité politique. Malheureusement, là-bas, il a été volé, spolié, et il a porté plainte partout dans tous les tribunaux du Sénégal, sans aucun résultat. Et d'ailleurs, moi, je suis à la direction des affaires consulaires, chargé du contentieux et les normes et la responsabilité. Et c'est un dossier que nous connaissons très bien. Mais l'ancien ministre a voulu régler cette question-là par des voies diplomatiques. Malheureusement, la voie diplomatique a également échoué. Et là, je voudrais attirer l'attention de l'actuel détenteur de pouvoir exclusif, c'est-à-dire Brice Oligui Nguema, sur la nécessité d'arriver à un arrangement à l'amiable avec les autorités diplomatiques du Sénégal pour que ce compatriote-là puisse rentrer en possession de ces investissements. Ils ont refusé qu'ils puissent investir là-bas. Il n'y a pas de raison qu'en même temps, ils puissent voler l'argent de ce compatriote parce qu'il a une famille à nourrir. Il a quand même investi à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Donc, la diplomatie gabonaise aujourd'hui, qui est d'ailleurs une diplomatie aux avoirs, une diplomatie avec de faibles niveaux de profitabilité, parce que l'actuel ministre des Affaires étrangères, curieusement, était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de notre pays au Sénégal. Donc, c'était un dossier qu'il connaît très bien. Et d'ailleurs, moi, je l'avais soulevé lors du débat sur le grand dossier. Il n'est pas allé sur le doigt de la cuillère en disant que non, c'est une question qui allait être réglée par des voies diplomatiques. Malheureusement, nous constatons pour le regretter que ce n'est pas le cas. Et c'est une aubaine, une occasion propice pour vous, M. Otiété. Je voudrais vous féliciter au passage pour tout le travail que vous faites, pour le combat que vous menez dans la recherche justement de la lutte contre les inégalités sociales, les inégalités judiciaires. Je vous ai vu il n'y a pas longtemps en train de soutenir Brice Lakuchelaga, alors que c'était ses comparses qu'il encourageait dans cette mégalomanie politique, ont complètement disparu, à savoir leurs jeunes, avec notre kleptomane qui disait Blagourier. Donc, ce compatriote, nous avons l'impérieuse nécessité de le défendre. Et là, je voudrais vous tirer ce chapeau-là. Donc, l'actuel détenteur de pouvoir, Brice Oligui Nguema, qui est d'ailleurs notre bienfaiteur, doit prendre ce problème à bras de corps, mais également arriver à profiter de cette occasion pour que ce compatriote puisse être à ses côtés. Pourquoi pas? À l'heure actuelle, vous savez que le Fonds monétaire international a attiré son attention sur la gestion actuelle de notre régime de transition, à savoir que la recherche d'accumulation de la dette peut nous entraîner vers des véritables difficultés macroéconomiques. Voilà un compatriote qui a de l'argent, il veut investir. Moi, je pense que Brice Oligui Nguema doit s'entourer d'une telle expertise. Pourquoi nommer des personnes qui ont échoué par le passé? Ces gens-là qui sont à l'origine de notre situation de pauvreté, de misère et de prévarication. On nomme des gens sans profil calculé. Lui également, il peut être ministre de l'économie, pourquoi pas? Il peut être ministre du budget, pourquoi pas? Il peut être ministre du commerce, de l'investissement, pourquoi pas? Lui, il a fait ses preuves. Il est parti du Gabon. Aller investir dans un pays comme le Sénégal, avec toutes les restrictions. Un pays caractérisé par un certain ostracisme religieux. Je vous dis au Sénégal, dans tous les pays d'Afrique où ils ont choisi comme religion l'islam, monsieur Otiété, vous êtes chrétien, vous êtes animiste, vous êtes bouddhiste, il va être difficile pour vous d'avoir un certain nombre d'échanges avec ces personnes. Les musulmans mangent entre musulmans. Ils ne boiront jamais dans un bar d'un chrétien. Donc, voilà un compatriote qui a pu quand même pénétrer cet espace commercial assez rigide. Et on arrive à le spolier comme ça. C'est une situation inconfortable et nous devons nous battre pour ce compatriote-là, pour dire ça c'est duré comme ça. Il faut qu'il soit restauré dans son honneur, dans sa vie. Et j'ai vu le chef d'État il n'y a pas longtemps et qui allait restaurer la dignité justement du capitaine Tchoré. Mais on ne va pas attendre que les gens meurent à titre posthume, alors qu'il y a des personnes qui se battent pour le rayonnement de notre pays et qui sont abandonnés comme ça. Parce qu'on aimerait continuer avec la même politique du système estratologique, chaotique et commateur du Bongo PDG, caractérisé par un coup d'abéliste et plus retrouvé. Et vous le voyez comme ça, en train de chanter des cantiques louanges mortifères, sans aucun niveau de profitabilité pour le peuple. Ce compatriote-là, j'attire l'attention du chef d'État sur la nécessité de faire en sorte que ce compatriote soit à ses côtés. Il va véritablement apprendre au chef d'État comment relancer la croissance économique, comment mettre en place un processus d'accélération de
transformation de l'économie de notre pays. Là, nous avons la preuve de quelqu'un qui a une expertise certifiée. Ce n'est pas les gens qui hier faisaient le game sur la toile à travers des théories politiques, économiques, et aujourd'hui, ils sont plus capables d'agir. Donc, ces personnes-là, eh bien, il faut que le chef de l'État s'en débarrasse, qu'ils mettent à ses côtés des personnes qui ont cette compétence-là, qui ont fait leur preuve ailleurs pour que le Gabon puisse poursuivre son processus de développement avec succès. Ok, monsieur David Mbekuma, l'actuel ministre des Affaires étrangères fut un temps était ambassadeur du Gabon au Sénégal. Nous savons bien qu'il a un côté sénégalais. Nous savons bien qu'il a un côté sénégalais, 50% sénégalais, 50% gabonais. Est-ce qu'il a joué un rôle favorable envers ce compatriote-là, étant au Sénégal? Parce que nous nous rappelons bien, quand le président de la République arrive au Sénégal, il n'a pas eu l'occasion de parler, de voir M. Ango, sachant bien que quelle était la lourdeur du dossier de M. Ango. Est-ce qu'il a joué un rôle favorable ou défavorable envers ce compatriote? Effectivement, sans langue de bois, vous connaissez David Mbekuma, je ne voudrais pas faire l'apologie de qui que ce soit. Le ministre des Affaires étrangères a bien et bien plus ce problème avec le corps. Mais vous savez, c'est un problème assez épineux. C'est un problème au sommet de l'État. Parce que le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, ambassadeur, n'avait aucune possibilité, voire aucune probabilité de pouvoir apporter une idée de réfléchir à son compatriote. Parce que les personnes qui ont spolié M. Ango font partie de l'exécutif du Sénégal. Ce sont des hautes personnalités qui sont des amis du chef de l'État, qui occupent de très hautes fonctions au Sénégal, qui arrivent également à occuper, disons, embrigader le système judiciaire du Sénégal. Vous savez, M. Eric Otiti, les pays de l'Afrique francophone se caractérisent par l'absolutisme du pouvoir, par le négationnisme de l'État. Dès que ces gens-là sont amis du chef de l'État, M. Eric Otiti, vous ne pouvez pas les combattre. Ça vous risque terrible. Et là, nous sommes heureux que notre frère soit sorti de cette situation sans décès, sans être empoisonné, sans être assassiné. Il a peut-être perdu de l'argent, mais il n'a pas perdu son expertise, son professionnalisme, sa recherche justement de la croissance économique. À vous dire aux gens que nous sommes des Gabonais, restons Gabonais, défendons le Gabon. Ils ne comprennent pas, M. Eric. Je vois toutes les batailles que vous menez, mais vous menez des batailles pour quelle typologie de la population? Une population déscolarisée, analphabétisée, une population qui souffre dans la population. Voilà un compatriote qui a une expertise avérée, qui veut apporter une idée réfléchie dans la relance de la croissance économique, dans la restauration justement de notre espace continental, parce qu'on est dans un système capitaliste. L'un des rôles majeurs du système capitaliste, c'est le libre-échangisme. Le libre-échangisme, c'est quoi? C'est briser les barrières. Les barrières sur le plan frontalier, donc les hommes doivent circuler librement. Regardez dans notre espace francophone, vous ne pouvez pas circuler librement au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, etc. Vous allez avoir plusieurs rigidités pour arriver là-bas. Mais moi, David Mbekuma, qui suis détenteur d'un passeport diplomatique, je peux voyager partout dans l'humanité. Je peux aller en France, sans visa, un peu partout. Malheureusement, les diplomates n'ont pas d'argent pour voyager. Et les diplomates gabonais sont comptés parmi les plus pauvres, pratiquement, de toute l'Afrique francophone. Vous imaginez toutes ces incongruités. Mais moi, je pense, par rapport à la dextérité, le courage, la détermination, le brusqueté au liquidement, qu'il est possible d'arriver à un règlement à l'amiable des difficultés de ce compatriote. Parce que le rôle de la diplomatie se résume en la protection. Il faut protéger le compatriote. Bonsoir, le président Massimba. À l'assistance. Il faut assister les personnes et le secours. Donc, vous avez le secours, la protection et l'assistance. Là, l'ambassade n'a pas eu toutes les coordonnées pour pouvoir assister cette personne, le secourir et le protéger. Ce n'est pas possible. Mais, M. David Mbekuma, quand on est ambassadeur ou en qualité d'ambassadeur dans un pays, on représente quand même un président et un gouvernement. Ça voudrait bien dire qu'on a quand même ce poids politique. Tout à fait. Oui, parce que je pense bien, à l'époque d'Omar, un tel cas ne pouvait pas surgir. Hein? Bon, comment se fait-il que chez nous, ici au Gabon, les expatriés arrivent à exercer tranquillement, sans être inquiétés, mais un seul Gabonais, qui a
ouvrir une entreprise comme celle-ci au Sénégal, mais il est embrigadé par le côté judiciaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir équilibrer la balance? Mais pour équilibrer la balance, c'est quoi? Il faut que les peuples africains arrivent justement à embrasser les principes démocratiques. Dès lors que vous refusez la démocratie, pour l'autoritarisme, pour l'absolutisme du pouvoir, pour l'impérialisme du pouvoir, mais il n'y a rien qui puisse se passer. Nous sommes des Gabonais. Nous devons savoir que nous sommes des Gabonais. Nous ne sommes pas les Sénégalais. Nous n'avons pas la même culture que le Sénégal, que la Guinée équatoriale, que le Bénin, que le Ghana. Or, regardez comment les Gabonais sont. Les Gabonais sont très intégrateurs. Ils embrassent facilement l'étranger, au détriment de leurs propres frères. Vous avez bien vu la situation du Gabon, où à l'époque de Mabongo, on avait Dosso Aouéré, un sujet béninois qui gérait le pétrole gabonais. Dosso Aouéré, aujourd'hui, vous arrivez au Bénin, mais il a des infrastructures qui n'imaginent pas possible. Il arrive jusqu'au Trans-Gabonais. Il arrive même à effectivement. Il a construit le Trans-Gabonais, il a construit le port de Lomé, il a des cités où il loge les ambassadeurs. C'est un monsieur extrêmement fortuné. Et d'ailleurs, même l'un de ses fils avait même une société aéroportière. Et il a fait fortune au Gabon, il faut dire qu'il a fait fortune au Gabon. Il a fait fortune au Gabon, il s'enrichit au Gabon. Mais attendez, monsieur, vous arrivez à gérer le pétrole d'un pays tiers qui n'est même pas le vôtre. Un pays dont vous n'avez même pas la nationalité de ce pays. Si ce n'est pas défaut, puisqu'à la fin, il est retourné chez le pays. Après avoir marié notre soeur, l'ancien ministre de la Justice. Imaginez un Béninois expatrié avec autant de pouvoir. Il a pour ministre, il a pour épouse la vice-présidente de la Justice. Qu'est-ce que vous pouvez faire à une telle personne? Zéro. On ne s'est pas arrêté là. On allait apprendre encore un autre vendeur de boutiques qu'on a transformé en Kali. Alors là, c'est spectaculaire. Un disque jockey qui se retrouve comme ça, au plus haut sommet de l'État, directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. Son père, 42 ans de règne de poids, sans discontinuité, lui-même 14 ans. Mais ça a Kombessi a eu des pleins pouvoirs qu'Ali Bongo Ondimba n'a même pas pu exercer alors que c'était le chef d'État. Ils ont spolié le Gabon, il s'est enrichi, il a pris son argent, il a investi aux États-Unis, en France, au Japon, dans les paradis fiscaux, il a enlevé son corps. Ils sont allés chercher Liban Suleiman, un autre expatrié somalien, qui, lors du débat avec Maïla, il disait qu'il était de l'embarras. Actuellement, qu'il a pris son argent, il a investi, il est conseiller social ou quoi, au Rwanda. Mais monsieur Éric Otitié, je vous dis, il y a les principes élémentaires, la souveraineté des États. Ce principe parle de l'autodétermination des peuples. Le principe de peuple à disposer lui-même. La souveraineté de l'État, donc l'État actuel. Le président Brice Oligui Nguema est au même titre que le président français Macron. Mais vous avez vu comment Oligui Nguema a été reçu en France. Certains anciens présidents, ils arrivent en France, ils sont reçus par les préfets, les gouverneurs, alors qu'il y a les principes de réciprocité en matière de diplomatie. Mais nos chefs d'État se comportent comme des sous-préfets de la France métropolitaine, alors qu'il y a le principe d'égal souveraineté d'État. Il s'agit pour Brice Oligui Nguema de redonner les institutions gabonaises sa véritable dignité. Le chef d'État américain ne peut pas donner des ordres à Brice Oligui Nguema. Il faut que les gens le sachent. Le chef d'État français ne peut pas donner des ordres à Brice Oligui Nguema. C'est un président qui a toute sa légitimation de pouvoir. Parce que les populations ont accepté le coup d'État militaire qui s'est effectué. Pour la simple raison qu'on voulait justement nous débarrasser du système Bongo-PDG qui a entraîné le pays vers le sud-développement. Donc, Brice Oligui Nguema, je vous dis, il doit prendre toute la mesure du pouvoir pour redonner la dignité des Gabonais. Et là, il a un cas pratique. Mais je le dis, avec toute la force de mon intime conviction, qu'on n'a pas besoin de mener une véritable bataille diplomatique avec le Sénégal. On n'en a pas besoin. C'est un compatriote qui a investi plus de 350 à 400 millions de francs CFA. Il suffit pour Brice Oligui Nguema d'appeler son compatriote à ses côtés. Il le nomme comme d'autres kleptomanes politiques qui ont trahi le peuple et qui ont leurs ambitions personnelles. Il le met conseiller social chez le monsieur le président, chargé des questions économiques et financières. Il prend 2 milliards ou même 1 milliard. Il donne à ce compatriote et il va investir. Il va investir et on va reformuler le projet Graine. Ce compatriote est capable de donner une véritable impulsion du projet Graine.
aider les populations à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre le déficit alimentaire. Et vous allez voir que le Gabon va nourrir le Cameroun, le Congo, etc. Le Gabon est un pays béni. C'est le grenier de l'Afrique, le Gabon. Nous sommes capables de nourrir tous ces peuples-là. C'est pourquoi ils viennent ici pour s'enrichir. Tous ceux qui vont en France, aux États-Unis, au Japon, partout, en Turquie, ils passent par le Gabon. C'est ici qu'ils viennent se constituer leur cagnotte pour pouvoir voyager. Sans le Gabon, mais ils ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs, le président Omar Bongo Liba avait déjà apporté une véritable réflexion là-dessus lorsqu'on lui posait la question au cours des débats. Omar Bongo Liba, que le Gabon sans la France. Il disait que le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur, mais qui est un guide. Omar Bongo qui le disait. Le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur, mais qui est un guide. Aujourd'hui, il y a des voitures qui arrivent à rouler, mais sans chauffeur. Et il disait que grâce à la technologie, grâce au l'innovation. Et en même temps, il disait que la France est une voiture. Mais c'est là où je parle. On a dit, et la France sans le Gabon. La France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Vous connaissez-vous un véhicule qui puisse rouler sans carburant, qui puisse rouler sans énergie? Il n'y en a pas. Malgré les progrès techniques, malgré les évolutions de la science, il n'y a pas une voiture qui puisse rouler sans énergie. Mais nous, au Gabon, on est capable d'avancer avec un guide. Et à l'heure actuelle, le guide, c'est Brice Koto, le guide, que les gens ne le veuillent pas, que cela en déplaise à nos détracteurs, qui nuisent que nous faisons du kounabélisme. Eh bien, c'est un kounabélisme réfléchi parce que nous estimons, à tort ou à raison, qu'actuellement, Brice Koto, le guide, est capable de bouleverser l'atmosphère continentale. Il est capable de faire en sorte que les Gabonais puissent véritablement retrouver leur dignité. Et je pense que l'émission que vous êtes en train de faire va être profitable pour notre compatriote Ango, pour qu'il soit restauré dans sa dignité, dans son honneur, mais également dans son intégrité physique et morale. Oui, mais j'ai pas Ango aujourd'hui là. Est-ce que c'est possible que l'on puisse porter plainte à un compatriote qui a investi dans ce domaine-là à la cour criminelle? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a les principes de juridicité. Les principes, comme je vous le disais, la souveraineté. Les institutions sénégalaises sont sous l'autorité du chef d'État sénégalais. Donc, même si vous portez plainte, je sais, mais la portez plainte, mais votre plainte ne prospérera pas. Elle ne va pas prospérer. C'est comme au Gabon. Vous avez bien vu au Gabon, lorsque le père de Brice Chalenga, son père géniteur, qui avait sa génétique moléculaire, M. Farjon, voulait dire que la Cruz Chalenga était français parce qu'il voulait bénéficier justement d'une certaine juridicité voilà, et collaboration française pour pouvoir le sortir d'affaire. Mais on a sorti l'acte de naissance de Brice Chalenga. On a dit qu'il était gabonais, quand bien même c'est les mêmes Gabonais qui ont réuni la nationalité de Brice Chalenga. Vous voyez comment les Gabonais ont une espèce d'ambivalence inutile. Voilà un compatriote gabonais qui a tout fait pour enrichir tous les malfamés de nos quartiers. C'est un leader de bas étage, sans certificat d'aptitude professionnelle, sans au niveau intellectuel, sont devenus comme ça. Maire, député, sénateur, chargé de mission, conseiller, directeur, participant. Ils étaient les premiers à vendre leur propre sauveur, Brice Chalenga, qu'ils ont qualifié d'expatriés. On l'a même amené au tribunal pour qu'il renonce à sa nationalité. On a porté plainte pour usurpation d'identité, alors que Brice Chalenga était directeur de cabinet du chef d'État et tout le monde le savait qu'il était gabonais. Brice Chalenga était ministre, tout le monde le savait. Il a fait toute sa vie et il a porté son amour, son expertise envers nos institutions, avec les Gabonais. Regardez comment il est sorti de la prison. Complètement assassiné, essoré, et non seulement, ils ont tué son corps physique, ils ont volé ses biens, ils veulent encore voler son humanité. Un Gabonais, allé devant les tribunaux compétents pour usurpation d'identité, et à la fin, on reconnaît qu'il est Gabonais. Et il ne s'arrête pas là, on la met dans les tribunaux. Monsieur Enrico Titi, moi je pense que le problème d'Ango, il est très clair. Il faut que le chef d'État ne perde même pas son temps à engager un débat diplomatique avec les autorités sénégalaises. C'est pas utile. Le Gabon est un pays riche. Je pense que mon président, connaissant sa générosité, sa solidarité, est capable, même avec son propre argent. Parce qu'avant d'être président, ne l'oubliez pas, que Brice Koto, le dit, il était déjà assez fortuné. C'est quand même un des fils aimé d'Omar Bongo Liba. Je parle fils au sens élargi du terme.
Si Omar Bongo il va arriver à me donner moins des faramineux somme de 350 millions, c'est pas plus que Olivier Guéma, qui est resté 20 ans, qui a gardé Ali Bongo Liba, et qui serait en manque d'argent. Non. Je pense que Brice Koto Olivier Guéma est capable de donner son compatriote 300, 500 millions, même 1 milliard. Il va investir dans nos provinces. C'est possible de le faire. Il va faire l'agriculture, l'aquaculture, la pisciculture, et je vous dis, le Gabon est capable de nourrir. Donc, c'est le genre de Gabonais qu'il faut. C'est le Gabonais qu'il faut, aux côtés de Brice Koto Olivier Guéma, que cela est des chantes qui on veut, parce que tout ce qu'on a mis autour, là, avec les doctorats supposés en économie, en réalité, ce sont des doctorats qu'on fait. C'est des doctorats obtenus dans des universités de fortune, dans les pays industrialisés, parce que ces gens-là combattaient avec les enfants des riches qui étaient très bêtes, parce que ce sont des enfants les plus grands millionnaires. Moi, mon fils, quand il était à Lomé, et il était à la maternelle, j'ai payé pratiquement 4 millions par mois à maternelle. Il était encore à l'école, même pas à l'école maternelle, j'ai payé 4 millions. Et sa grand-mère me dit, comment tu peux dépenser autant d'argent pour dépenser pour un enfant? J'ai dit, tu ne connais pas la valeur de l'éducation. Quand bien même elle était éducative préscolaire. Moi, mon fils, il apprenait déjà une multitude de langues à l'école primaire. Le développement ne peut pas être décrété. Il faut des mécanismes. Il faut vous entourer de compétences. Or, à l'heure actuelle, vous avez le vice-premier ministre chargé de la planification, Alexandre Barreau-Chambré, un brillant économiste entre griffes. Vous avez le premier ministre chef de l'État et le premier ministre chef du gouvernement, Ndo Simon, un économiste, brillant économiste sous caution. Vous prenez Meï Moussi, un soi-disant brillant économiste. Je ne sais pas l'expertise qu'il a, quel est le diplôme qu'il a obtenu, quel est son professionnalisme, quelles sont les preuves qu'il a accomplies. Ailleurs, d'aucuns me diront que c'est tellement, je fais semblant de ne pas connaître. Je ne le connais pas. Je ne sais pas là où il a travaillé. Mais le Barreau Chambré, j'ai vu son expertise. Il était au Fonds monétaire international. J'ai vu un document, ça, son expertise, c'est connu de tout le monde. C'est quelqu'un qui a toujours su redresser les entreprises en difficulté. On allait prendre Laurence Pion, que j'appelle Laurence Baga, d'où je ne sais pas quelles sont ses qualifications. On a pris le ministre de l'économie, monsieur. Il y a encore un autre là qui était déjà la dette, voilà, un parfait. Je ne sais pas. Donc, l'actuel détenteur du pouvoir s'est entouré de demeures. Des gens qui se sont caractérisés sur la toile comme les experts en tout genre. La réalité, c'est qu'ils ne sont experts en rien. La preuve est là. En 9 mois, ils ont déjà fait exploser la dette intérieure de notre pays, la dette extérieure de notre pays. Parce que quoi? Ce sont des manipulateurs. On a pris Charles. Charles est expert comptable depuis plus de 10 ans ou 20 ans. Il était d'ailleurs parmi les plus jeunes experts comptables. Mais quel est le résultat de leur expertise? Charles est ministre du budget. Les résultats sont... On a une balance budgétaire déficitaire. On a une dette qui avoisine les pays des pas. C'est du n'importe quoi. C'est tous ces gens-là. Il faut que le chef de l'État s'en débarrasse. Qui s'entoure des nouvelles personnes qui ont une nouvelle vision du développement de notre pays. C'est les mêmes qui ont mis en place le programme d'ajustement structurel, les PAS, qui consistait au désengagement de l'État de l'activité produite ou la privatisation. Le prince d'Intembo, que vous connaissez très bien, et Renault, c'est lui qui a privatisé toutes nos sociétés. Avec Barreau Chambré. Barreau Chambré était ministre de l'État. Les gens veulent occulter l'histoire. Mais je vous dis, je les connais tous, je connais tous les acteurs politiques établis dans le. Même Madongo, son grand frère, que vous connaissez, le Santiago pour Madongo, il fait partie des gens qui ont privatisé toutes ces entreprises publiques. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Zéro. Vous ne pouvez pas développer un pays, monsieur Rikotit, sans avoir des situations, les citoyens actifs qui vont investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée. Ils vont investir dans le développement de compétences. Ils vont investir dans la construction des universités, des lycées, des collèges. Mais regardez notre ministre de l'Éducation nationale, diplômé de l'ENA. Mais faites le bilan. Faites le bilan. Le sage ressort de l'Éducation nationale. Depuis l'époque d'Ali Bongo Liba, à l'époque actuelle, c'était un bilan assez mitigé. Parce que c'est pas euphémisme. Parce que je ne voulais pas aller sur eux. Mais faites le bilan de toutes ces personnes. C'est le bilan commenteux, calamiteux, apocalyptique. Et ils sont encore à côté du chef d'État. Mais il y a un problème.
il faut que le chef d'État arrive à se débarrasser de toutes ces personnes progressivement pour que la révolution du palais soit véritablement transformée en une véritable révolution populaire. C'est le peuple de Karl Marx. Il disait clairement qu'il faut que les fils des prolétaires comprennent la nécessité d'un véritable affrontement, confrontation au sommet de l'État. Parce que vous avez une plutocratie prétendue être émergente, un féministe émergent de plus rétrograde, plus encore l'aristocratie et la bourgeoisie actuelle qui nous étouffe comme une chape de plomb. Et il n'y a que le prolétariat pour arriver à la différence. Mais pour que le prolétariat puisse renverser la tendance, eh bien, il faut que ce prolétariat soit conscient des enjeux de demain à venir. Et là, nous sommes heureux parce que le prolétariat actuellement est au pouvoir. Brice Koto-Oligui ne peut pas me dire que son père était un ingénieur ou bien médecin, que sa mère était docteur en QCH. Non, il a appris dans les conditions les plus difficiles. Je dis bien, il a appris dans les conditions les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est un fils de prolétaire qui est au sommet de l'État et c'est pourquoi le plus grand nombre de leaders de quartiers malfamés arrivent à bénéficier de sa générosité. C'est cela, justement, le MAPAN. Le réveil de MAPAN passe par une prise de conscience, M. Eric Otidi. Vous êtes combien à faire le travail que vous faites? Vous êtes même menacé. On vous amène dans les tribunaux, on vous porte plainte. Il n'y a personne pour vous défendre. Mais les gens pensent que la politique, c'est un jeu. Mais la politique engage la vie des gens. Vous voulez faire la politique si vous n'avez pas le couilles d'un éléphant, et si vous êtes les testicules d'une gazelle que vous allez avoir, mais ces gens-là vont vous caresser le derrière et vous allez vous retrouver comme ça un bon matin et ont tout perdu. Mais nous, qui sommes les fils d'Engo, qui sommes les fils de Berakouma, nous avons dit, nous allons rester la tête debout. Nous avons décidé d'accompagner Brice Koto-Oligui Nguema, mais nous n'allons pas l'accompagner en faisant un counabiliste le plus stupide, un counabiliste de porteur de valises, des sacs, machin. Je ne le ferai jamais, moi, d'Afrique. Ok, d'accord. Quel est votre dernier mot sur la situation de Gervais Ango? Qu'est-ce que vous pouvez proposer au président de la République, soit une aperçu du peuple gabonais de cette affaire? Et qu'est-ce que vous pourrez aussi dire sur les frères étrangers qui investissent tranquillement au Gabon sans être inquiétés par les Gabonais ou par la population gabonaise ou par les autorités de ce pays? Je commencerai d'abord par l'actuel détenteur du pouvoir, Brice Koto-Oligui. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, parce qu'il y a un régime politique qui a changé. Au Sénégal, actuellement, il y a un nouveau chef d'État avec une nouvelle philosophie qui n'a rien à voir avec l'ancien système de chute. Or, tous les géants, toutes les personnes qui ont handicapé le développement de l'entreprise de notre frère sont membres de l'ancien système. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à travers les véritables relations bilatérales coordonnées entre le Sénégal et le Gabon, entre l'actuel chef d'État sénégalais et l'actuel chef d'État gabonais, il est possible de résoudre ce problème dans un cadre véritablement formel. Et notre frère Ango va rentrer en possession de tous ses biens, de toute sa spoliation, mais également réclamer le dommage et intérêt au préjudice causé sur sa personne avec son entreprise. C'est possible d'arriver à, parce qu'il y a les tribunaux continentaux, il y a les tribunaux, en tout cas, tout est possible de faire. Mais moi, je dis qu'il faut plutôt prioriser la diplomatie préventive. Et consiste en des règlements de conflits par des voies médiatiques, par des voies de recherche d'une certaine solidarité entre les peuples. Les peuples sénégalais, comme le peuple gabonais, ce sont des peuples pacifiques, qui ont une certaine culture de démocratie. Le Sénégal aujourd'hui est une véritable référence en matière de démocratisation de base. Et le Gabon, qui hier était d'ailleurs un pays l'un des plus démocratiques de toute l'Afrique francophone, est en retard. Et Brice Koto-Oligui Nguema doit également progressivement aller vers cette personne-là, créer des partenariats nouveaux, des règlements pacifiques de conflit. Ça, c'est un point. Le second point, il faut que Brice Koto-Oligui Nguema arrive à comprendre qu'il doit s'entourer de personnes vraies. Et M. Ango est une personne vraie. Je pense qu'il peut le mettre à ses côtés et pour que ses compatriotes travaillent, non pas pour répartir au Sénégal, mais pour prendre son expérience pour la transformer au Gabon. Pierre Claver Maringa Moussabou, le beauvais de Moutassou, qui poursuit son rêve d'enfant de devenir président de la République, il a bien aidé le branche de Moutassou avec plusieurs milliers de bœufs.
un me coûte près de 650, 850 millions. Lorsque vous voyez Manga Moussabou insulter les gens, il a raison de le faire. C'est un monsieur, je vous dis, qui a l'abri des gens. Il est très fortuné. Il a beaucoup investi dans le développement des unités de production. Vous arrivez à là, Manga Moussabou est pratiquement l'un des hommes les plus fortunés de Mouina avec le job Boundi. Donc, ce compatriote-là, le chef d'État peut également l'aider à aider les populations à atteindre le fondamentaux de même avec succès. Moi, je pense que c'est cette piste-là qu'il faut plutôt prospecter et renfermer les relations bilatérales entre le Sénégal et le Gabon, tout en protégeant notre frère. Bon, certains me diront qu'on peut le nommer ambassadeur du Gabon, ambassadeur du Gabon et Sénégal, mais pourquoi faire? Il n'a pas besoin de ça. Il faut qu'il appelle, il amène son expertise au Gabon. Aujourd'hui, le marché gabonais est ouvert. Nous avons besoin des opérateurs prospects comme ça, qui vont lutter contre le chômage, qui vont lutter contre la déscolarisation, qui vont lutter contre les déficits alimentaires. Et M. Ango est le parfait prototype. On peut même le nommer Premier ministre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons opté pour un régime présidentiel rigide. Donc le Premier ministre, dans quelques temps, après le référendum, ne sera plus Premier ministre. Mais pourquoi pas le nommer également vice-président de la République? Puisqu'aujourd'hui, ce sont les investissements. Et le Gabon n'a pas d'argent pour investir. Le Gabon est obligé d'aller emprunter, alors qu'on a la terre, mon Dieu. On peut développer le projet graine. On a déjà un plan de développement qui est là, qui a été inappliqué par le perroquet national Alain Claude Divisé, ce menteur-là, cette gourgandine politique qui va emmêler les gens. Il suffit de prendre leur projet et on développe le Gabon vert, ensuite on attaque l'industrialisation de notre pays et en fait, le Gabon le service. Et moi, je pense qu'actuellement, M. Ango est la personne requise parce qu'il a le profil qualificatif d'emploi pour pouvoir aider plus côté légitimement dans la tête d'un certain nombre des objectifs de développement durable. Ok, merci M. David Beroukouma. Nous sommes à la fin de cette émission. Et nous dirons à M. Ango que nous, peuple gabonais, jeunes gabonais, plus ou moins, on le soutient. Nous le soutiendrons jusqu'au bout, c'est notre compatriote. Nous allons l'accompagner, nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il puisse rencontrer le chef d'État et que le chef d'État, lui, puisse mettre en place des politiques publiques pour que notre pays puisse justement faire en sorte que nous soyons le grenier de l'Afrique et les Sénégalais. Voilà, vous m'avez même posé la question. Vous avez bien vu tous ces étrangers qui investissent au Gabon. Ils investissent en toute liberté et ils sont inquiétés nullement. Vous connaissez Seydou Kane, aujourd'hui qui fait partie de l'une des fortunes les plus élevées de l'Afrique centrale, sinon de l'Afrique francophone. Et d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères loue ses appartements. Nous louons pratiquement 5 immeubles de Seydou Kane. Et les diplomates n'ont pas de primes, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de bureau. Moi qui vous parle, je n'ai pas de chaise, je n'ai même pas de bureau. Et on se plaint sous prétexte que je viens pour le travail, que je suis un récalcitrant. Et là, j'apprends. Et son loyer est payé tous les mois. C'est payé tous les mois par l'État japonais. Et là, j'ai même appris qu'ils sont en train de réfléchir comment me chasser du ministère parce que j'ai fait beaucoup de bruit autour de l'éducation. Mais ces gens-là ignorent que David Beroukouma n'est pas n'importe quel fonctionnaire. Je leur ai dit, je suis un fonctionnaire instruit et diplômé. Donc, ce n'est même pas le CTRI qui peut me faire peur. Parce que la militarisation de l'administration doit se faire selon un respect de certains normes. Le droit de la fonction publique. Hein? Tous les fonctionnaires de notre administration publique ont le principe de ce qu'on appelle l'égalité des traitements des agents. Pourquoi ceux du ministère du budget ont des primes, les planifications et pas les autres ministères? Sur quelle base? Là, vous créez des inégalités, des écarts de conditions et vous voulez qu'on puisse atteindre certaines performances. Non, on parle de l'égalité des traitements de tous les agents, on parle de l'égale admissibilité de tous au concours. Regardez, là, ils m'ont exclu du concours de l'ENA parce qu'ils savent que moi, je ne peux pas faire le concours de l'ENA et qu'ils jouent, ce n'est pas possible. On m'appelle le cerveau serveur de vie de m'électrifier. Frapper l'histoire du savoir et l'onction de la faculté. Et nous sommes nombreux comme ça avec ma petite soeur de Barthélémy. Vous avez bien vu comment elle a été persécutée pour le simple qu'elle a envie d'élever le niveau de maturation, de l'intellectualité des leaders des quartiers populaires pour qu'eux également ils puissent avoir accès au baccalauréat. Parce qu'une fois que vous avez le baccalauréat, c'est un sésame qui vous permet d'envisager toutes les opportunités, de briser les barrières sociales, de briser les écarts de conditions. Mais ils le savent, sans l'école, M. Ricotiti, sans l'éducation, sans investissement,
dans le développement des compétences, vous n'arriverez à rien. Et Olivier Guéman l'a vite compris. Là, j'ai appris que chez moi à Bongoville, il y a un Britannique militaire qui est en train d'être construit. J'ai bien vu. Je suis allé également faire un reportage du côté du Cap. Il y a une école des eaux et forêts qui est en train d'être construite par Olivier Guéman. Vous allez à Oyem, il y a une université dont la pierre a été posée un peu partout. Donc, Olivier Guéman est conscient de la valeur de l'éducation, de la valeur de l'instruction. Et aujourd'hui, il est en train de mettre progressivement les piliers pour que ce Gabon-là, que nous envions tous, puisse être émergent. Mais vous n'allez pas arriver à construire l'université pour des personnes qui refusent d'apprendre, qui n'ont même pas le minimum qu'il faut. Donc, toutes ces réformes... Excusez-moi, et l'ancien bâtiment de l'hôpital pédiatrique d'Ovende, aujourd'hui, là, oui, il a été rénové à, on dit quoi, l'Institut de maladies, professeur Daniel Gaouman. Daniel Gaouman. Oui, oui. Mais tous ces initiatives, ce sont les initiatives de l'actuel détenteur de pouvoir qui a compris que pour avoir le développement, il faut que les populations se soignent dans les bonnes conditions. Une population affamée, une population déscolarisée, une population maladive est plus apte à manipuler. Or, Olivier Guéman a compris que le système Bongo PDG qui a été instauré par Alain Claude Débizé et les autres compacts et qui il nécessitait justement la mise à l'écart de toutes les intelligences, Olivier Guéman ne veut pas rentrer dans ces mêmes travers-là. Et c'est pourquoi il comprend qu'il faut investir dans les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est les infrastructures, les routes. Vous avez vu à Makoukou, et qui était d'ailleurs un désert, une sécheresse de développement. Il est en train d'investir là-bas. Et c'est un peu partout. Vous avez vu l'école où Chadi Moukarim s'est battu. On a voulu transformer cette école publique en un marché commercial pour nourrir les Libanais. Eh bien, le chef d'État a récupéré cet espace-là. On a conçu un établissement aujourd'hui qui fait la fierté du peuple. Nous ne pouvons qu'encourager notre héros national, puisqu'on Olivier Guéman. Nous faisons tout simplement que les membres de nos ancêtres vont tout faire pour le protéger contre ces conspirateurs, ces calomniateurs, ces dénateurs, et qui aujourd'hui arrivent à mettre en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir s'accaparer de nouveaux pouvoirs. Il est hors de question que la population puisse laisser encore le Parti démocratique gabonais venir au pouvoir. Je vous dis, ce serait une véritable malédiction. Ah bon? L'autre là, il s'appelle comment? Billy Binze sur le terrain. Hein? Billy Binze, je vous dis, il n'ira nulle part. Billy Binze, il est d'abord sous la malédiction de Ronaldo. On avait des alliés que les filles avaient vu son joli slip blanc avec sa petite quéquette. Et ce personnage ne va jamais oublier justement cette ignominie. Billy Binze a eu un avantage d'avoir bénéficié de largesse de pouvoir. Il vous souviendra d'ailleurs, moi-même l'a dit, que Billy Binze depuis le lycée, avec beaucoup d'autres acteurs politiques que j'étais le nom, travaillait déjà avec les services spéciaux de la présidence. Donc c'est quelqu'un qui a reçu du père Kolba Bissot cette science de la manipulation. C'est un courtisan, un véritable intrigant. C'est pas quelqu'un, vous le suivez là, il va vous descendre ça. Parce qu'il vous dit une chose le matin, le lendemain, il a changé. Il est comme, c'est le prototype parfait du père Kolba Bissot. Allez, quand il était ministre, pour ceux qui ne savent pas, il avait fait ce qu'on appelle un chèque blanc. Donc un chèque sans provision. Il a pris la voiture de quelqu'un et il allait en campagne avec la voiture. Il a donné un peu d'argent. Il a refusé de payer. La personne l'a porté plainte. Elle a fait confiance à la justice. Et on a incarcéré à l'école de Binze. Il y a son matricule là-bas. Si les gens ne le savent pas, pourquoi c'est quelqu'un comme ça? Il est ministre, il refuse de payer la voiture de quelqu'un qu'il a pris à crédit. Et vous pensez que quelqu'un comme ça, il est normal? Et il veut devenir président. Président de la quelle je ne sais pas, peut-être la République de Makoukou, même les femmes de Makoukou, pendant les élections, Alain Claude Débizé a priorisé les éléphants. Il a donné les cartes d'identité aux éléphants. Il leur a donné les passeports, les services, les passeports diplomatiques aux populations de Makoukou. Alain Claude Débizé leur a donné les passeports pour voter les éléphants. Les personnes qui devaient être censées de voter le Parti démocratique gabonais, ces femmes-là étaient abandonnées. Les éléphants venaient manger leur plantation et elles ne pouvaient rien faire. Malais Claude était quoi? Il était premier ministre. Il il était premier ministre. Malais dans le Gouébino. Le Gouébino, c'est la dernière province de notre pays en termes de développement, en termes d'infrastructure. C'est une véritable catastrophe. Donc, Alain Claude Débizé ne peut pas être une véritable alternative de l'homme.
Vous voyez le député de Lambaréné, qui a fait un schéma très simple sur les déficits en matière de réseau routier. Il va jusqu'à dire que non, le député de Lambaréné ne sait pas compter les kilomètres. Là, on a encore pêché. On dit, vous avez dit 5000 logements par an. Multiplié par 14 ans, ça fait un ratio de combien? Il dit non, les opposants ne savent pas compter. On a construit beaucoup de maisons. Quelqu'un qui est en permanence contradiction. Il se lève un bon matin, il dit non, Ali Bongo Liban est en parfait état de santé. Ali Bongo Liban perd le pouvoir, il va à l'Assemblée, il dit non, Ali Bongo Liban n'est plus apte à diriger le pays. Mais Ali Bongo Liban était apte à diriger l'État gabonais. On le nomme vice-président, il va ramasser le pauvre tortue de Mekambo, il le met là, et il va prendre la pauvre Angéline Goma, qui n'a aucun problème, il met là, il prend Jeannot Kalima, le filleul d'Idriss Gari, il le met là, lui-même, il se positionne comme vice-président parce qu'il veut s'accaparer du PDG. Le parti de Kamad avait dit militant numéro 2. Mais avec c'est un véritable mégalomane. Et il ne s'arrête même pas là. Dès qu'on le sourit, il le traite au tribunal, il a déjà enlevé le corps. Il a déjà démissionné du vice-président du parti. Il dit non, il est simple militant. Mais il y a déjà le procès en cours là. Comment on peut donner de la valeur, de la considération à un militant comme ça? Il est la même acabit que moi, c'est quelqu'un qui a une langue vaccinée. C'est un fils de parolier. Et il faut avoir les peurs des fils de pasteurs, des prophètes et des diables. Parce que Satan leur a appris l'art de séduire, de mentir le peuple. À l'école diviser, ne peut pas être une alternative du développement de l'UPI, c'est pas possible. Il pleure là, sa retraite, le premier ministre qu'il a raté. Il fallait avoir 18 mois. 18 mois, il va avoir un régime spécial de retraite. C'est 120 millions de francs CFA par an, si on ne vous dit pas. Donc 10 millions par mois avec les voitures, avec les gardiens de ménagères à l'école de Binze. C'est un ouf cadeau, il n'a jamais rien dépensé quoi que ce soit. Il a l'eau, le courant cadeau, il a les voitures cadeaux, tout ça, tout est cadeau. Et c'est pourquoi il faut dire aux populations que vous vivez au-dessus de vos moyens. Regardez un premier ministre qui dit son population, qui vit en deçà de $1 par jour, donc 450 francs. Il dit, vous vivez au-dessus de vos moyens. Quelqu'un avec $1 peut vivre au-dessus de ses moyens. Hein? Il y a encore population de sa localité. Que non, vous savez, ces gens-là ne votent pas pour le développement, ils ne votent pas pour Ali Bongo Liba ou le système, ils votent contre toute espérance. Ça, ce sont les théories de l'église catholique. Pour spolier les gens. Oh non, il vaut mieux être pauvre sur terre, tu seras riche sur terre. C'est faux. Si tu es pauvre sur terre, tu seras aussi pauvre au ciel. C'est pas possible pour toi d'être pauvre au ciel, sur terre, et être riche au ciel. Ce n'est pas possible. Je ne connais pas un homme de Dieu qui est pauvre. Je n'en connais pas. David, que je représente, fils de Salomon, était le père de la sagesse et l'intelligence. Il était riche, David. Salomon, c'était l'homme le plus fortuné de l'humanité. Joseph n'avait même pas accès à l'écriture. Il ne pouvait pas apprendre à aller à l'université. Il était le plus intelligent de toute l'humanité. Il avait appris l'économie là où Jésus, lui, c'est carrément le mec, c'est le suprême. Vous allez lire Colossiens 2, verset 3, on dit en Jésus, était caché tous les trésors de la sagesse à connaissance. Jésus disait à Pierre, prends l'hameçon, jette à l'eau, le premier poisson, tu prends l'eau, va payer l'impôt à César. Vous connaissez le nombre de milliards de poissons qui sont dans les eaux du Gabon. 600 km de côte, les Gabonais n'arrivent pas à manger le poisson. Ils sont plus pauvres que les étrangers qui viennent pêcher leur propre poisson. Ah, disons, c'est vraiment incroyable. Un pays riche, la population est pauvre, la plus pauvre de l'humanité. La pauvreté, elle est mondiale, monsieur Eric. La pauvreté, elle est mondiale. La pauvreté, c'est la sécheresse intellectuelle qui rend les gens pauvres. Vous avez l'eau, prendre l'hameçon, aller pêcher un poisson, on n'est pas capable. Nos parents au village, ils font même l'examen, on n'est pas capable. Bidon me prend son trémal, à Sénégal, son trémal chaque week-end. Il part, il passe 10 kilos de poisson, le mâchon de cap, il rentre à la maison au calme. Il mange avec ses enfants, le reste, dis-moi comme ça. Les Gabonais font honte. Et là, tu le vois, oh, le pays ne mange pas. Toi, tu es malade. Sur les guignements, qui va nourrir ta pense. Sur les guignements, tu vas te trouver le travail. Tu es normal. Tu étais dans le système d'Ali Bongo Liba.
32 heures et 1 point. Tu n'as pas eu le travail. C'est en 9 mois qu'on dit que maman te trouve le travail. C'est le gouvernement de l'origine que tu dis que tu vas aller faire le concours, que tu vas gagner le concours. Tu fais ça comment? Tu vas faire le concours, pour aller au concours, tu fais ça comment? Mon père était directeur de l'école de préparation Karim Saki. Allez-y vérifier son nom là dans les archives. Et ça, M. Gabriel. Vous savez combien de concours de l'EPSAJ a fait? Dès qu'on voyait seulement ça, oh, c'est ton père qui était ici. Les échoués, que mon père était échoué, ils sont devenus des amis et c'est eux les directeurs là-bas. Ils ont dit ils vont me faire s'amuser. Donc la famille Bongo en train de s'amuser. Mais vous allez payer très cher. Et il faut faire attention les Bongo. Le patronyme là que vous jouez, même les Bongo collatéraux, qui n'auront aucun lien avec la famille. Ils vont payer chèrement pour rien. Il vaut mieux pour vous. Moi, mais le Gabonais qui a donné son enfant, qui a fait les jumeaux, où il a mis la fille, non, il a mis Ali Bongo, et l'enfant, il a mis Sylvia. Donc, il va aussi payer les dégâts collatéraux. Mon frère, j'ai rencontré un des fils de Mobutu. Il voulait s'inscrire à l'université où j'étais, à l'étranger. Le propriétaire de l'université a dit, il faut chercher là où ton père avait conçu l'université. Voilà, apprendre là. Parce que ton père avait toutes les possibilités de construire les universités pour apprendre. La preuve, Marie-Madeleine Bondio. Elle a son université. Fabrice Anguille local. Vous le chassez du budget, il peut aller apprendre la philosophie. Il devient philosophe, comme on a vu là. Il peut aller apprendre les lettres modernes. Il a l'université de Samer, il ne paye même pas ça. Blaise Lemay, il avait le lycée scientifique là-bas, Kouya. Il lui a arraché le lycée dans la forêt là-bas. Mais monsieur, Eric Otiti, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la santé, il faut investir dans les infrastructures. Arrêtez de distraire le président en le baladant en tout dans les doctrines. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et Ali Bongo va se moquer de nous. Il a mis au défi Brice Côté de faire mieux que lui. N'oublions pas cela. On a 9 mois, on a commencé à critiquer. Oh, on a pris beaucoup d'argent déjà de la dette et il n'y a pas de résultat. Monsieur le Président, je vous en prie, avec toute la force de mon ultime conviction. Donc, vous savez que. Le monsieur Ango, mettez à côté de vous. Il va vous démanteler tous les faux économistes. Hein, les économistes de Pangloss, là, les universités de Foubre Paris, ils n'ont pas l'expérience sur le mensonge. Ton grand frère là-bas, il est quoi? Lequel? Ministre du pétrole. Marcel Abégué. Je préfère le Américain. Parce que si le rentre là, c'est la peine pour les autres. En tout cas, l'équipe est là. On est tout frais. On a la peine de live. C'était, on venait parler de Gervais Ango, un compatriote gabonais entrepreneur au niveau du Sénégal, qui est victime d'une escroquerie en bande organisée. Une escroquerie internationale. Donc, le grand Marcel Ibama soit salué. Achille Moussabou soit salué. Marcel Ibama, ton grand. Non, j'ai dit que soit salué. Non, il est activiste. Marcel Ibama, il est député de la transition. Jérémy Yamé. Jérémy Yamé, il est sénateur. Oui. Justin Malandé. Oh, lui aussi, il est sénateur. Aminata Zomé. Sénateur. À l'époque, les gens n'ont pas avoir. Ton frère d'Akébé, là, qui avait les chaussures, les cheveux, comment on l'appelle? Il est au Sénat. Conseiller du président de la République. La vie qui a l'envie de dire. Et Padja Nobel, conseiller de la République. Qui l'aurait cru? Nobel et Padja, conseiller du président. Mais jusque-là, vous ne voyez pas qu'Olivier est venu vous sauver. Ouais, non, il est venu nous sauver. Vous-même, vous allez mourir de faim. Ok. Qui vous dit pas que moi, je serai bientôt conseiller ça? Voilà, on a Ophélie qui est là. On est dans la plage, dans la place. Il peut faire l'os quelqu'un. Vous avez Cédric là. Et Freddy, non. Voilà. Bon, son Dieu, je ne sais pas. Hein. Il y a quelqu'un qui connaît ça. Hein? Voilà. Et ici, là, vous avez le citoyen de bonne moralité, Karl Boudouma. Voilà. Hein? Tu veux le rappeler? Il est quoi? Ah bon? Ouais.
C'est une bonne moralité. Ce que je peux en chérir, c'est dire qu'aujourd'hui, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est des panafricanistes. Et aujourd'hui, nous pensons que ce problème de Gervango, va être pris en compte par le nouveau président, du Sénégal. Parce qu'il faudrait que vous sachiez que le Gabon et le Sénégal sont deux frères amis depuis longtemps, depuis des décennies. Donc, nous ne l'avons pas nous diviser pour ce problème. Il faudrait que le président du Sénégal doit faire arrêter ce monsieur qui a spolié le Gabonais. Parce que tous les véhicules, les taxis que vous voyez au Gabon, là, ce sont les vendeurs de café Touba, là, qui connaissent le taxi au Gabon. On n'a pas été devant le café Touba. On n'a pas été devant les babouches tissées. On n'a pas été devant le WAF et le pas de Gabon et les magasins. On n'a pas été des Sénégalais qui font leur commerce. Ils font les activités tranquillement, ils paient les cas de séjour comme il se doit. Nous pensons que par la coopération entre Gabon et le Sénégal, nous sommes faits amis et respecter les Gabonais aussi dans votre pays. Donc, nous ne voulons pas la division, nous restons un en tant qu'Africains. Si vous avez pu appeler les pollueurs gabonais, qui ont dépensé des centaines de millions qui pourraient investir dans son pays, c'est de la méchanceté. Donc, nous attendons un retour d'ici 2-3 mois que Ousmane Sonko et Diomaye Faye s'asseyent au Sénégal pour régler ce problème. Et j'interpelle le gouvernement gabonais pour dire que M. Opéra la transition bis sur c'est le nouveau Gabon. Le peuple gabonais respire sur vos sorts. Parce que, pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que les Gabonais sont fiers de la transition. Nous pensons que c'est à travers la transition que le Gabon peut se développer. C'est à travers la transition que les problèmes des Gabonais vont se résoudre. Donc, M. Opéra la transition, il faudrait que vous pensiez à ce problème de Gervais Ango qui est spolié au Sénégal. C'est un problème qu'il faut résoudre parce que ce compagnon gabonais peut récupérer son argent au Sénégal et venir investir ici. Puisque le régime de Sié n'est plus au pouvoir. Le régime de Sié n'est plus au pouvoir. Et ce monsieur, la bande de ces kleptomanes, qu'on peut dire kleptomanes et spoliateurs, qui ont escroqué le citoyen gabonais par la haine, d'ailleurs l'ignorance, parce qu'ils ignorent que beaucoup d'entrepreneurs gabonais, les entrepreneurs sénégalais sont au Gabon. Ils ont les marchés de l'État. On ne les dérange pas. Aucun activiste appelle les Sénégalais au Gabon qui sont cœur de chantier. On ne fait que voir les Sénégalais qui viennent ici. Il y a beaucoup de marabouts qui escroquent les fonctionnaires gabonais, qui divisent les familles gabonaises. On ne parle pas de vous. On ne vous fait pas arrêter. Donc, il ne faudrait pas qu'on crée des problèmes entre le Gabon et le Sénégal. On reste frères amis, on est tous ces panafricanistes. Que le Gabon soit toujours dans la paix. Monsieur Bissoto Léguinéma, le peuple gabonais compte sur vous. Je vous remercie. Bon week-end à vous et que Dieu garde le Gabon. On a tout fait. Le citoyen de bonne moralité. Et ça avec la félicité. Bon, big up, big up, big up. Voilà. On a pris le peuple local en otage. On a oublié de sortir.